Who's gonna drive you home tonight? Making yours for the taking. Either night, it's alright. Connaissez-vous cette sensation d'écouter une chanson à la radio, tard dans la nuit, et d'avoir l'impression qu'elle a été écrite exactement pour vous? Ce genre de mélodie qui vous enlace, qui comprend votre solitude. Si vous avez vécu les années 80, ou si vous aimez la musique de cette décennie, vous avez certainement ressenti cela en écoutant Drive. La voix qui demande « Qui va te ramener chez toi ce soir ?» n'est pas seulement une voix, c'est une plainte, un réconfort, un secret murmuré. Et peut-être vous souvenez-vous aussi de Stay the Night, ce tube en solo qui capturait une élégance et une sensualité qui semblaient avoir disparu du pop-rock. Le propriétaire de cette voix était le plus bel homme du groupe, le bassiste qui attirait tous les regards, mais qui vivait entouré d'un mystère impénétrable. Il était l'âme silencieuse de The Cars. Tandis que le monde regardait les synthétiseurs et l'étrangeté géniale de Ric Ocasek, c'était le cœur de Benjamin Orr qui battait dans les chansons qui nous faisaient vraiment pleurer. Mais qui était cet homme qui chantait l'amour avec tant de justesse et qui est parti en laissant un si grand vide ? Comment quelqu'un peut-il être au centre de la plus grande scène du monde et pourtant se sentir invisible ? Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire complète, sans coupure, de Benjamin Orr, l'ascension, la gloire, l'amour et les adieux silencieux d'une légende qui n'a jamais eu besoin de crier pour être entendue. Si vous faites partie de ceux qui ressentent la musique dans la peau, votre abonnement ici sur la chaîne est fondamental. Profitez-en pour vous abonner maintenant, en plus d'être gratuit, c'est un geste simple qui aide, et beaucoup, notre chaîne à continuer de proposer des vidéos chaque semaine. Pour comprendre la profondeur de Benjamin, il faut remonter le temps, bien avant les néons des années 80. Benjamin Orzechowski est né le 8 septembre 1947 à Lakewood, dans l'Ohio. Il était le fruit d'un mélange fascinant de culture et d'histoire de survie. Son père, Charles, était un immigrant polonais. Sa mère, Betty, était tchèque, originaire d'une région disputée par la Russie. Ils vivaient une réalité modeste, façonnée par la foi. La famille était pieuse, des catholiques byzantins, et la maison, bien que simple, possédait une richesse que l'argent ne pouvait acheter, la musique. Contrairement à de nombreuses stars du rock qui ont grandi dans des foyers brisés ou silencieux, Ben a grandi en écoutant ses parents chanter. Ils étaient des chanteurs amateurs, et cette harmonie domestique a été le premier langage que Ben a appris. L'anglais, le polonais et le tchèque se mélangeaient à la maison, mais la musique était la langue universelle. Ben était un garçon curieux, qui a grandi entre Lakewood et Parma. Il n'était pas du genre à parler fort ou à chercher l'attention avec des blagues, il était l'observateur. Mais quand il prenait un instrument, il disparaissait à l'intérieur. D'abord ce fut la guitare, ensuite la basse, puis les claviers et la batterie. C'était un adolescent autodidacte, absorbant chaque note, chaque accord, sans avoir besoin de beaucoup de cours. La musique n'était pas seulement un passe-temps, c'était sa seule certitude dans un monde confus. La passion était si dévorante qu'à 17 ans, il a pris la difficile décision de quitter l'école. Il ne voulait pas étudier l'histoire, il voulait écrire l'histoire. En 1964, il a rejoint un groupe local appelé The Grasshoppers. Ils n'étaient pas mondialement célèbres, ce n'étaient que des garçons de l'Ohio rêvant en grand, voulant sonner comme les géants de la radio. Mais c'est là que quelque chose a changé. Lorsque Ben a pris le micro principal pour la première fois, ce n'est pas la voix d'un garçon incertain qui en est sortie. Il en est sorti une voix chaleureuse, directe, sans fioritures inutiles. Une voix qui vous obligeait à vous arrêter et à prêter attention. Avec les Grasshoppers, il a eu son premier goût du succès. En 1965, ils ont enregistré 2 singles, Mud Socks et Pink Champagne, ce dernier ayant été écrit par Benjamin lui-même. La chanson a atteint la 20e place des classements locaux. Ils sont devenus le groupe résident d'une émission de télévision locale appelée The Big 5 Show, qui deviendra plus tard Upbeat, atteignant une audience nationale. Ils ont même fait les premières parties de légendes comme The Beach Boys et The Dave Clark 5.
Mais comme tant d'histoires de cette époque, la réalité extérieure est intervenue. En 1966, la guerre du Vietnam et le service militaire ont brisé le rêve. 2 membres ont été appelés sous les drapeaux, le groupe s'est séparé et Benjamin, toujours aussi résilient, a dû repartir de zéro. Il a passé les années suivantes à errer dans des groupes au nom que l'histoire a presque oublié. Mixed Emotions, Colors, des petits groupes, des concerts dans des bars, de faibles cachets. Au cours d'une de ces périodes, il a enregistré une chanson inédite appelée Julian, l'un de ses joyaux perdus qui montrait que son talent ne faisait que mûrir. Mais le destin, ce scénariste capricieux, lui réservait la rencontre la plus importante de sa vie lors d'un concert quelconque dans l'Ohio. C'est là qu'il a rencontré Rick Ocasek. Ils étaient à l'opposé sur presque tout. Rick était grand, dégingandé, avec une aura intellectuelle, ironique et poétique. Ben était le musicien intuitif, séduisant, avec une présence magnétique et classique. Ils étaient le yin et le yang, le cerveau et le cœur. L'alchimie a été immédiate. Ils ont commencé à jouer ensemble dans des bars universitaires, testant du matériel, faisant des reprises. Ils ont tenté leur chance avec un groupe folk appelé Milkwood et ont sorti un album en 72 qui est passé totalement inaperçu. Ils ont essayé un autre groupe, Cap and Swing, plus rock avec plus d'attitude. Encore une fois, un échec. Les maisons de disques disaient non. Les maquettes étaient renvoyées ou jetées à la poubelle. Il semblait que l'univers leur disait d'abandonner. Mais Rick Ocasek a eu une vision. Il a compris qu'il devait changer la formule. Ils avaient besoin d'un son plus moderne, plus précis. Il a tout réorganisé. Il a changé le batteur, a fait venir de nouveaux musiciens et a pris la décision la plus cruciale. Il a placé Benjamin définitivement à la basse. C'était en 1976. The Cars venait de naître. Après avoir joué dans des endroits improbables comme un motel, ils ont donné leur premier concert important sur une base aérienne. Le public était froid, mais le son était unique. Ils ont enregistré une cassette démo de Just What I Needed. Qui chantait? Benjamin Orr. La chanson a commencé à passer sur les radios de Boston et ce fut comme jeter une allumette dans un réservoir d'essence. Le mélange de rock, de punk et de synthétiseur était quelque chose de nouveau, mais la voix de Ben apportait une touche pop irrésistible. Elektra Records s'est précipité pour les signer. En 1978, leur premier album, The Cars, est arrivé dans les bacs. C'est devenu un classique instantané. My Best Friend's Girl, Good Times Roll et bien sûr Just What I Needed. Ben n'était pas le leader du groupe sur le papier. Ce rôle revenait à Rick, mais Ben en était le cœur émotionnel. Il donnait pas beaucoup d'interviews, n'essayait pas d'être le centre de l'attention lors des conférences de presse, mais sur scène, c'était vers lui que tous les regards se tournaient. Sa voix était l'encre qui rattachait l'étrangeté artistique du groupe à la réalité. Le succès s'est poursuivi avec l'album Candy-O, qui comprenait le tube Let's Go, chanté par Ben, avec ce refrain qui restait gravé dans la tête de tout le monde. Puis est venu Panorama, plus expérimental, et Shake It Up, un retour à une pop plus dansante. Ils évoluaient à chaque album, et Ben s'adaptait à tout, jouant de la basse avec précision et chantant avec âme. Mais le sommet, et peut-être le moment qui a défini sa vie, est arrivé en 1984 avec l'album Heartbeat City. Ce disque était une véritable machine à tubes. You Might Think, Magic, Hello Again. Mais il y avait un morceau différent, une ballade lente, mélancolique, fragile, Drive. Lorsque Benjamin est entré en cabine pour enregistrer Drive, il a pas chanté comme une rockstar. Il a chanté comme un homme seul dans une pièce vide, s'adressant à quelqu'un qu'il aime mais qui sait ne pas pouvoir sauver. La chanson a été un succès mondial. Le clip, réalisé par l'acteur Timothy Hutton, montrait Ben avec une expression de profonde tristesse qui a ému des millions de personnes. Mais Drive est devenu quelque chose de plus grand que le groupe en 1985 lors du Live Aid. Les images de la famine dévastatrice en Éthiopie ont été montées au son de cette chanson. Le monde entier a pleuré en voyant ces scènes, bercé par la voix de Benjamin demandant « Qui va te ramener chez toi ?» À ce moment-là, sans que personne ne connaisse son nom complet, sa voix est devenue la conscience du monde. Profitant de cette mise en lumière, Ben a sorti son unique album solo en 1986, The Lace. C'est là qu'il nous a offert Stay the Night. L'album a été coécrit avec sa petite amie de longue date, Diane Gray Page, qui a d'ailleurs fait les chœurs et est apparue sur la pochette. Il y avait une véritable histoire d'amour derrière ces chansons. Stay the Night est entré dans le top 40. Le clip passait en boucle sur MTV. Il n'y avait pas d'explosion, pas de danseuse exotique, il n'y avait que Ben, avec son atmosphère douce, honnête et intime. Il a prouvé qu'il pouvait briller seul. Mais Ben n'a jamais été motivé par l'ego. Alors que d'autres artistes des années 80 se noyaient dans les excès et les scandales pour rester pertinents, Ben est resté fidèle à l'essentiel. Il a sorti un deuxième single, Too Hot to Stop, qui n'a pas été un grand succès, mais qui a clarifié sa position. Il cherchait la vérité dans la musique, pas la renommée démesurée. Lorsque The Cars s'est séparé à la fin des années 80, Ben s'est retrouvé dans une position étrange. Il n'était plus le beau gosse de MTV. L'industrie changeait, le grunge arrivait.
C'était comme si le monde ne savait plus où le placer. Mais il s'est pas arrêté. Il a continué à créer. Il a enregistré des chansons avec le guitariste John Calesis. Il y avait des projets pour un deuxième album solo. Il a enregistré des morceaux incroyables qui n'ont jamais été officiellement publiés, comme l'émouvante River of Fire. Les cassettes sont restées archivées. C'était un homme faisant de la musique par amour de la musique, même quand personne n'écoutait. Dans les années 90, il a trouvé la paix loin des stades. En 1998, il a formé des groupes parallèles avec des amis vétérans, appelés Voices of Classic Rock et Big People. Il jouait dans des foires d'État, de petits festivals, sur des scènes modestes. Pour beaucoup, cela aurait semblé être un déclin. Pour Ben, c'était le bonheur. Sans la pression des maisons de disques, sans délai, juste jouer de la basse et chanter. Il menait une vie simple. Il jouait au baseball avec ses voisins le week-end et, croyez-le ou non, il était volontaire chez les pompiers locaux. Cette star qui avait fait pleurer le monde entier au Live Aid aidait maintenant sa communauté en silence. Mais la vie est parfois injuste avec les âmes douces. En avril de l'an 2000, tout a changé. Ben a commencé à se sentir mal. Le diagnostic fut brutal. Cancer du pancréas. Avancé, agressif, inopérable. La réaction de Ben a été typique de lui. Il n'a pas convoqué de conférence de presse. Il n'a pas cherché les gros titres sensationnalistes. Il a gardé la nouvelle privée, ne la partageant qu'avec son cercle intime. Il ne voulait pas de pitié, il voulait du temps. Et qu'a-t-il fait de ce temps? Il est allé jouer. Pendant l'été de l'an 2000, même affaibli, il est parti en tournée avec son groupe Big People. Il savait que ce serait peut-être la dernière fois. Et pourtant, chaque soir, il montait sur scène. La chimiothérapie l'affaiblissait, mais la musique le soutenait. Sa dernière prestation a eu lieu le 27 septembre en Alaska. Il a chanté avec le sourire aux lèvres, comme s'il savait que la fin approchait, mais sans peur. Il a fait ses adieux à la scène en faisant ce pourquoi il était né. 6 jours plus tard, le 3 octobre de l'an 2000, Benjamin Orr est décédé chez lui, à l'âge de 53 ans, entouré de ses compagnons de groupe et de ses amis. Sa mort n'a pas provoqué le bruit assourdissant d'autres légendes du rock. Il n'y a pas eu de chaos. Il n'y a eu qu'une profonde tristesse, une vague silencieuse qui a parcouru les fans du monde entier. Son ami de toujours, Rick Ocasek, l'homme avec qui il avait partagé les rêves, les échecs et la gloire mondiale, était dévasté. Rick a écrit une chanson pour lui appelée Silver. Ce n'était pas un hommage grandiose et explosif, c'était une lettre musicale, un adieu doux et élégant, exactement comme l'était Ben. Aujourd'hui, quand vous entendez Drive passer à la radio ou quand vous redécouvrez la magie de Stay the Night, vous n'écoutez pas seulement des tubes du passé. Vous écoutez la voix d'un homme qui a été l'équilibre au milieu du chaos. Benjamin Orr a été le ton chaud au milieu de l'éclat froid des synthétiseurs. Il a été la preuve que l'on n'a pas besoin d'être le plus bruyant de la pièce pour être le plus important. Sa voix est toujours là, dans les couchers de soleil, dans les voyages en voiture, dans les souvenirs qui n'ont pas besoin de mots. Et la question qu'il nous a posée en 84, « Who's gonna drive you home?», a aujourd'hui une réponse différente. C'est toi, Ben. C'est ta musique qui nous ramène à la maison, à chaque fois. Et pour vous qui nous avez regardés jusqu'ici, quel est le souvenir que la voix de Benjamin Orr évoque dans votre vie? Est-ce la mélancolie de Drive ou le rythme de Let's Go? Laissez votre commentaire, gardons vivante la mémoire de cet artiste incroyable. Et si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, laissez un like et partagez-la avec ceux qui aiment la vraie musique. À la prochaine histoire sur Rock Doc.